Voilà, donc bonjour à tous. Donc je commence officiellement, si vous voulez, à la séance d'aujourd'hui. Donc cette séance, on D'accord. va tout de suite l'entamer avec un TD sur le diagramme d'activité. Donc on fera un exercice. Et quand je terminerai la séance, peut-être le soir, sinon au plus tard demain, je vais vous envoyer la série. Parce qu'en fait, j'ai essayé de sélectionner à peu près quatre exercices pour faire le diagramme d'activité. Je vais vous envoyer la série, comme ça vous pouvez avoir une idée sur l'énoncé des exercices et vous pouvez vous-même faire l'effort de faire l'exercice avant même d'entamer la séance. Et on enchaîne sur le diagramme de classe, juste après avoir terminé l'exercice du diagramme d'activité. Le diagramme de classe, en fait, on connaît à peu près un petit peu l'histoire parce que vous êtes en train de faire le module d'orienté objet. Dans le TP, on a commencé à faire quelques petites classes, etc. Donc, on sait de quoi il en ressort, mais il vaudrait mieux qu'on le fasse dans l'art des choses pour comprendre tous les concepts. Bien sûr, le diagramme de classe, on fera beaucoup d'exercices si le temps nous le permet. Comme ça, on pourra maîtriser le maximum de choses. Donc, tout de suite, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Donc, je clique. Voilà. Donc, je vais vous orienter tout de suite sur un exercice de la série. Voilà, donc ce sera la série numéro 5 sur le diagramme d'activité. En fait, le premier exercice, j'ai choisi un exercice simple, la résolution d'une équation du second degré. Je l'ai pas faite parce que je voudrais bien que vous la faites vous-même. Vous me faites une première solution, ensuite une deuxième solution. Vous essayez de faire un petit effort quand même. Et quand arrivera la séance, vous essayez de comparer ce que vous avez fait par rapport à ce qu'on peut suggérer dans la séance. Bien sûr, ce qu'on peut suggérer, c'est discutable. Donc, il faut toujours critiquer la modélisation qu'on fait. Voilà. Donc, toujours est-il, donc, dans cet énoncé du premier exercice, vous avez une équation du second degré. Donc, ax au carré plus bx plus c égale à 0. On vous demande de tracer un diagramme d'activité du processus de la résolution de cette équation. Bien sûr, il faut identifier le processus à représenter. C'est la résolution d'une équation du second degré. Identifier les activités. Par exemple, les activités qu'on peut identifier, c'est la lecture des données ABC, c'est le calcul du discriminant si le cas exige ça, c'est le calcul des solutions possibles selon le cas. Et les décisions qu'on pourra intégrer dans notre diagramme, c'est lorsque A égale à 0 et ou B égale à 0 et ou C égale à 0. Selon les cas, il y a différents scénarios pour calculer une solution particulière. Donc, on peut aussi calculer le discriminant si certaines conditions sont réunies. C'est possible. Parce que des fois, si les conditions sont pas réunies, on ne calcule pas le discriminant. Par exemple, si l'équation elle redevient à une équation du premier degré, c'est pas la peine de calculer le discriminant. Donc, une autre décision aussi, c'est le calcul de différentes solutions possibles selon le cas. Donc, il y a différents branchements. Si il est égal à 0, s'il est différent de 0, etc. Voilà, donc différentes solutions possibles. Les activités en parallèle, donc à première vue, j'ai pas vu qu'il y avait une activité en parallèle, mais toujours est-il, cet exercice, je vous le laisse tel que, pour que vous puissiez me suggérer des suggestions la prochaine fois quand je vais vous donner ma propre solution. Voilà, donc j'ai laissé le diapo vide en attendant de le faire la prochaine fois. Par contre, j'ai entamé sur l'exercice numéro 2, pardon. Cet exercice, en fait, c'est un exercice qui va modéliser le processus d'achat d'un article en ligne. L'énoncé, je ne sais pas si j'ai ouvert, voilà. Donc l'énoncé, il est là. C'est un long exercice. Voilà, donc achat d'un article en ligne. Voilà, donc j'ai dans le diapo, j'ai partagé un premier diapo qui va contenir cette première partie de l'exercice et j'ai donné sa modélisation. Ensuite, j'ai enchaîné vers cette deuxième partie de l'exercice et j'ai donné sa modélisation. Et ensuite, j'ai entamé la troisième partie qui va contenir la suite de l'exercice. Parce que si on doit déjà mettre tout l'exercice sur une seule diapo, il ne va pas être contenu parce que du fait qu'il y a beaucoup de texte. De plus, si on doit mettre un seul diapo pour tout le diagramme, il ne va pas contenir. C'est la raison pour laquelle j'ai partagé l'exercice en trois parties. Donc, je vais vous lire un petit peu
l'énoncé rapidement de la première partie. Donc, il s'agit de modéliser par un diagramme d'activité l'achat d'un article en ligne. L'achat d'un article en ligne, supposons On Amazon. voit pas votre écran. Comment? On voit pas votre écran. Vous ne voyez pas mon écran, mais pourtant j'ai partagé. Attendez, je vais arrêter le partage et recommencer le partage. Bon, recommencer le partage. Voilà, donc partage. Est-ce que tu arrives à voir maintenant? Voilà. Est-ce que ça va maintenant? Oui, madame. Voilà, donc l'exercice, la première partie. Donc il s'agit de modéliser par un diagramme d'activité le processus d'achat d'un article en ligne. D'accord? Ça veut dire, processus, ça veut dire c'est le cas d'utilisation. Si tu veux. Tu as un cas d'utilisation qui s'appelle acheter article en ligne. Et ce cas d'utilisation, tu peux le décrire à travers un diagramme d'activité. Donc, ce cas d'utilisation, c'est lui la méthode ou bien le processus. D'accord? Donc, je vais vous lire alors, rapidement. On se propose de modéliser l'achat en ligne via le site d'Amazon, un laptop. Donc, notre article, en fait, on l'a spécifié par le laptop. Euh, pour, pour acquérir le laptop, premièrement, le client doit rechercher le laptop en introduisant sa marque. Le système Amazon lui défile une liste détaillée des laptops de la marque recherchée. Le client sélectionne parmi la liste le laptop dont les spécifications répondent à ses attentes. Le client peut vouloir déposer l'article sélectionné dans son panier avant de passer la commande. Quand il décide de commander le laptop, le client sélectionne l'article du panier et spécifie la quantité à commander. Le système Amazon vérifie la disponibilité de la quantité commandée. Si la quantité est disponible, il lui affiche le montant global de sa commande. Le client peut annuler ou accepter de passer la commande. Si la commande est passée, le système Amazon l'invite à remplir un formulaire décrivant ses données personnelles telles que le nom, prénom, adresse, téléphone, email. Une fois le formulaire est renseigné, le client valide ses données. Voici l'énoncé de la première partie de l'exercice. Donc, à première vue, il y a beaucoup d'actions à modéliser dans ce diagramme. Parmi les actions, on a recherché laptop, on a défilé la liste des détails et des laptops, on a sélectionné un article parmi la liste, on a déposé l'article dans le panier, commandé le laptop, vérifier disponibilité, afficher, calculer et afficher les montants global, annuler ou accepter la commande. On a aussi remplir le formulaire, renseigner et valider les données. Donc tout ça, ça constitue un petit peu les actions qu'on pourra modéliser dans notre diagramme. D'accord? Bien sûr, dans l'exercice, dans la partie que je vais vous envoyer, je vais vous faire l'analyse de l'exercice. Ici, je l'ai fait rapidement, mais après, je vais vous envoyer toute l'analyse de l'exercice, comment il faut tirer les différentes actions et les activités pour pouvoir les intégrer dans le diagramme d'activité. Donc, nous, on est en train de faire une analyse en direct, comme ça. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc déjà, nous avons plusieurs actions. La deuxième chose qu'on peut remarquer, nous avons aussi plusieurs décisions. Par exemple, si la quantité est disponible, si la commande est passée, peut vouloir, on s'en parlait avant de, voilà, donc il y a plusieurs, il affiche, etc. Il peut accepter ou annuler. Donc ici, le client, il a deux décisions, annuler ou accepter. Donc on voit bien qu'il y a des cas de décision intégrés dans le diagramme. Troisième des choses, on remarque aussi que pour exécuter les différentes actions, c'est pas simplement une seule personne. On dirait qu'il y a plusieurs intervenants qui vont chacun qui sera chacun chaque intervenant ou bien chaque acteur
sera responsable d'exécuter un certain nombre d'actions. Exemple. Par exemple, l'acteur client, lui, il peut rechercher le laptop. Il peut sélectionner parmi la liste. Il peut passer la commande. On dirait cet acteur, il fait un certain nombre d'actions qui lui sont propres. Par exemple, si je prends l'acteur système Amazon, celui-là, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut vérifier disponibilité. Il peut inviter le client à remplir un formulaire, etc. Donc, finalement, dans cette partie de l'exercice, on voit bien qu'il y a un client et un système Amazon. Chacun va intervenir pour réaliser un certain nombre d'actions qui lui sont propres à lui, qui lui seront attribuées. Donc, puisque dans mon diagramme d'activité, il y a plusieurs intervenants, chaque intervenant sera responsable de réaliser un certain nombre d'actions. Dans ce cas-là, mon diagramme d'activité, je vais le modéliser ou bien le tracer en prenant en considération la notion de couloir d'activité ou bien de swimlane. Pourquoi swimlane? Parce que il y a plusieurs intervenants dans ce diagramme d'activité. Par exemple, si je reviens à l'exercice précédent, si je reviens à l'exercice numéro 1, celui de résoudre une équation du second degré. Donc ici, on sait très bien que seul le système va intervenir pour réaliser toutes les actions de cette résolution. Mis à part l'entrée des données, mis à part ça, la suite, ça sera entièrement le système qui sera responsable de réaliser la résolution. Mais dans ce deuxième exercice, non. On voit bien que il y a deux intervenants, donc le client et le système Amazon. Donc, essayons de voir un petit peu comment on a organisé cette première partie de notre diagramme. Donc, on a tracé deux couloirs, en fait trois couloirs, on verra qu'il y a un troisième intervenant, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les deux intervenants qui ont été cités dans cette première partie de l'exercice et qui sont le client et le système Amazon. Donc, nous avons deux swimlanes, deux couloirs. Par exemple, dans le couloir client, il va exécuter un certain nombre d'actions et le système Amazon va exécuter un autre ensemble d'actions. Bien sûr, les deux parties d'actions vont collaborer pour réaliser l'achat d'un article en ligne. Exemple, au début, donc on a un nœud d'initialisation, c'est le début de notre diagramme. Tout à fait au départ, le client va rechercher un laptop par marque. Donc, il va lancer cette recherche. Une fois lancé, le système Amazon, qu'est-ce qu'il pourra lui afficher? La liste des laptops de la marque recherchée. D'accord? Il va l'afficher au client. Donc, quand il affiche, ou bien cette liste, il va trouver la marque que le client est en train de rechercher, ou bien la marque, elle est introuvable. Ça veut dire la liste, elle sera un petit peu vide, affichage d'une liste vide. Donc, la marque, elle n'est pas trouvée. Si la marque n'a pas été trouvée, donc directement, le client va annuler et c'est la fin, parce qu'il n'a pas retrouvé ce qu'il recherchait. D'accord? Maintenant, il peut trouver la marque. Donc, il ramène une liste de laptops spécifiant à la marque recherchée. Donc, parmi cette marque recherchée, il va sélectionner un laptop parce qu'il peut exister plusieurs types de laptops avec des spécificités techniques différentes qui portent la même marque. Donc, il va sélectionner un laptop, il va le déposer dans le panier. Pourquoi il va le déposer dans le panier? Parce que il peut ne pas vouloir tout de suite commander. S'il veut commander, il peut le faire. Mais s'il va temporiser un peu la commande, il peut passer par une liste de sauvegarde intermédiaire qu'on appelle le panier. Donc, il pourra le déposer dans le panier et quand il va décider de commander, donc il va attendre un certain temps jusqu'à arriver le moment où il veut commander. Donc, c'est la raison pour laquelle on a utilisé ce symbole temporel parce qu'il y a une attente d'un certain temps.
Donc, cet temps, il est comptabilisé par combien? Est-ce que c'est des heures, c'est des jours? On ne le sait pas. Donc, il y aura une attente d'un certain temps jusqu'à au moment de la commande où le client décide de commander. Donc, quand il décide de commander, il va sélectionner le laptop du panier. Et dans ce cas-là, il devra donner la quantité à commander. Par exemple, il voudra commander 3 laptops, ou bien un laptop, etc. Sur la base de cette commande, le système Amazon va vérifier est-ce que la quantité que le client a commandée est disponible dans ses magasins. Donc, il y a deux solutions possibles. Si vous voulez, il y a un nœud de décision, ou bien la quantité, la quantité spécifiée par le client, elle est plus grande, elle est supérieure au stock. Ici, j'ai pas pu mettre le symbole supérieur parce que je suis en train de travailler avec l'éditeur Star UML. Et Star UML, apparemment, il n'accepte pas ce genre de symbole, les opérateurs. Donc, c'est pour cette raison que j'ai écrit en mots. Donc, si la quantité est plus que le stock, ça veut dire que cette commande, elle ne pourra pas être satisfaite puisque le client a demandé une quantité plus que il n'existe dans le stock. Donc, le système Amazon, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra notifier le client en lui disant Y a pas, que madame, il n'y la a pas quantité un retour à la quantité. n'est pas satisfaite. Oui? Il n'y a pas un retour à donner la quantité à commander. Non, il n'y a pas de retour. Notifier, c'est tout. Notifier, c'est tout. Parce que si il va donner la quantité, ça veut dire qu'il pourra boucler indéfiniment. Non, il faut notifier, afficher, impossible de satisfaire votre commande et c'est la fin. S'il veut, par exemple, que sa commande soit satisfaite, il doit refaire sélectionner du panier, spécifier une autre quantité, il refait. C'est la fin. Parce que sinon, ça va boucler indéfiniment. Quand est-ce qu'on va sortir? On va jamais sortir. D'accord, merci, madame. Voilà, donc le cas extrême, il pourra toujours donner une quantité très très forte. Donc ça sera toujours non satisfait. Et encore une autre quantité plus forte, non satisfait, non satisfait. Donc on pourra boucler indéfiniment. Donc pour éviter cette boucle indéfinie, on préfère arrêter, notifier le client. Et s'il veut spécifier une autre fois une autre quantité, il n'a qu'à en faire le petit processus. Donc sélectionner du panier et donner une nouvelle quantité qu'on peut satisfaire. Donc, le deuxième cas, c'est la quantité, elle est moins que le stock. Ça veut dire, le système Amazon peut satisfaire sa demande. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va lui afficher? Le montant global. Parce que ici, tu as le prix du laptop multiplié par la quantité demandée des laptops. Ça va te donner le montant global. Donc, il va l'afficher au client. Donc, le client, une fois qu'il voit l'affichage du montant, il peut accepter comme il peut refuser. S'il refuse, donc il va cliquer sur annuler la commande et puis là, c'est la fin. S'il accepte, il doit valider la commande, ça veut dire il doit passer la commande. Et s'il passe la commande, le système Amazon va lui demander de remplir un formulaire. Parce que maintenant, s'il veut passer la commande, on a besoin d'un certain nombre d'informations sur ce client. Par exemple, son nom, son prénom, sa carte bancaire, son numéro, sa date de validité. Donc, ce genre d'informations personnelles, il faut les remplir à travers un formulaire et encore rajouter un autre formulaire sur la carte de crédit en plus. Donc, le système Amazon va lui demander de remplir un formulaire. Donc, ensuite, le client, il va renseigner ce formulaire. Ça veut dire, il va remplir toutes les zones vides de ce formulaire avec les données personnelles. Il va valider ces données. Voilà, il va valider ces données. Voici à peu près la modélisation de cette première partie de l'exercice. Donc, la fin de cet exercice, le client valide ces données. Voilà, donc valider ces données, c'est une action qui apparaît comme étant la dernière action de cette première partie de l'exercice. Est-ce que ça va? Madame, Oui? madame, si il a deux façons de recherche, soit par le nom, soit par un autre. Donc, Si ou rechercher, idée. donc s'il a deux façons de recherche, Oui, il a deux façons. donc tu verras la chose suivante. Regarde, tu verras. Attends, je sais pas si je peux arrêter ce diaporama.
Peut-être que je vais aller vers... S'il a deux façons de recherche, regarde, tu vas faire comme ça. Est-ce que tu arrives à voir Star UML? Donc, tu as Pas bien. recherche. Donc, tu auras recherche. Est-ce que tu arrives à voir cet écran? Cet écran, c'est Star Non, UML. madame. Hein? Non, madame. Ah oui, C'est parce que l'énoncé de l'exercice. allez, non, c'est parce que j'ai pas partagé Star UML. Attends, regarde. Dans ce cas-là, je vais partager Star UML. Je reviens au diapo. Voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie qu'on est en train de travailler sur une WebEx. Voilà. Donc, j'arrête le partage. Et maintenant, je vais te partager Star UML. Voilà, partager l'écran. Bon. Ah, voilà, voilà. Donc, je vais te partager ça. Est-ce que tu arrives à voir? Oui, oui, Voilà. maintenant, oui. Donc, voilà, cet outil, ça s'appelle Star UML. Star UML. Donc, cet outil, c'est lui que je suis en train d'utiliser. Au départ, j'utilisais Argo UML, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas bon. Donc, je l'ai changé en Star UML. Celui-là, il est beaucoup plus intéressant. Donc, ici, tu as plusieurs types de recherche. Donc, ici, qu'est-ce que tu vas faire? Vous m'excusez parce que là, mon clavier ne fonctionne pas toutes les touches. Donc là, tu vas mettre recherche. Est-ce que tu es en train de suivre avec moi? L'action, c'est recherche, rechercher. Et ça va? Est-ce que vous êtes en train de suivre avec moi? Rechercher. Ensuite, tu vas mettre une décision, deux autres actions. Donc, deux autres actions. Donc, tu as deux. Voilà. Donc, rechercher. Rechercher par marque. Donc, je vais mettre juste le M. Rechercher, par exemple, par le nom. Par le nom. Voilà. Supposons tu as deux types de recherche. Attends, donc c'est pas une seule action pour Comment? préciser. Comment? Est-ce que tu peux répéter ta question? Donc genre, c'est pas une seule action. Rechercher, la recherche. Ça veut dire, lorsqu'il clique sur rechercher, il aura le choix de faire deux choses. Supposons tu as dans un logiciel, tu as dans le menu une option qui s'appelle recherche, rechercher. Tu cliques sur rechercher, il y aura l'affichage d'un sous-menu. Tu as recherché par marque, recherché par nom. Et tu choisis selon le cas. Tu as compris? Oui, Voilà, donc je peux merci. avoir une décision ici et je peux faire la chose suivante. Donc je vais faire une transition ici. Voilà, donc une autre transition de la décision vers cette action. Pardon, donc voilà. Donc, bon, je vais me refaire comme ça. Tu verras comment je suis en train d'écrire là. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Donc ici, la condition, s'il a choisi la marque. Si marque. Si la recherche, c'est la marque. Donc, si le choix, c'était la marque. Voilà. Donc, voilà ce qu'il va faire. Cette action recherche par marque. Donc, il pourra exécuter cette action plutôt. Donc, s'il décide de faire une recherche par nom, s'il a choisi le nom, donc ici, il va mettre si il a choisi le nom. Voilà. Il fera ce type de recherche. Et un autre type de recherche, qui est celui-là. Tu as compris? Dans ce cas-là, notre recherche, ça sera pas direct. Ça sera, nous avons deux types de recherche. Ou bien par nom, ou bien par marque. Mademoiselle, est-ce que tu as compris? Oui, madame. Ça veut dire, Après, on va les relire. ça veut dire, regarde, il a cliqué sur l'option rechercher. Ensuite, ce qui était affiché pour lui dans le logiciel, c'est un autre sous-menu. Le sous-menu, il contient rechercher par marque et rechercher par nom. S'il clique rechercher par marque, ça veut dire il a choisi marque. Ça veut dire, ici, le diagramme, il va s'exécuter comme ça. Il va faire la recherche par marque. S'il clique sur nom, il va faire la recherche par nom. Est-ce que tu as compris? Ah oui, madame. Mais il va faire le même travail, يعني sélectionner après. Oui, هذه قاعد le travail. pour la suite, On oui. doit les relier. Attends, je vais arrêter D'accord. le partage du UML, de Star UML et je reviens au diapo, comme ça on pourra discuter encore.
Voilà, donc je vais partager maintenant le diaporama. Oui, madame, j'ai compris. Voilà, donc je reviens. Voilà, donc je le défile en diaporama, comme ça tu pourras voir mieux. Oui, c'est-à-dire la recherche. Il peut faire par marque ou bien par nom, mais la suite, c'est la même chose. Sauf que les résultats de la recherche, s'il fait par marque, ça veut dire qu'il aura la liste des laptops de la même marque. Ou bien il aura la liste des laptops selon le nom qu'il a spécifié. Par exemple, je recherche D'accord. un laptop de marque Asus, par exemple. Ou bien Dell, par exemple. J'aurai l'affichage de tous les laptops donc le nom est Dell. Est-ce que, ou bien Oui, Toshiba, par exemple. oui, madame, j'ai Oui, compris. remarque ça, c'est une marque. Mais Merci. apparemment, on peut spécifier des noms plutôt. Voilà. Mais sinon, la suite, ça sera la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette première partie? Ça veut dire que cet exercice, il est très simple. Regardez. Je modélise ce que je suis en train de lire. Par exemple, premièrement, le client doit rechercher le laptop en introduisant la marque. Ici, qu'est-ce que j'ai introduit? Une action, rechercher laptop par marque. Ensuite, regardez, le système Amazon lui définit une liste détaillée des laptops de la marque recherchée. Donc, le système Amazon va afficher la liste des laptops de la marque recherchée. Donc, vous voyez, toutes les actions qui sont spécifiées ici, ça répond exactement pas à pas à l'énoncé. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? S'il vous plaît. S'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça, on peut passer directement à la deuxième partie de l'exercice. Donc, cette première partie, c'était quoi? C'était en fait le client recherche un laptop par marque. Le système lui défile la liste si elle existe. Si elle n'existe pas, donc annulation. Si elle existe, le client continue. Il sélectionne le laptop, il dépose dans le panier, il peut sélectionner du panier. Ensuite, il spécifie la quantité. Si la quantité est disponible, le système Amazon l'invite, calcule d'abord le montant. Ensuite, il affiche ce montant au client. Et si le client accepte ce montant, donc il pourra passer la commande. Et une fois qu'il accepte de passer la commande, le système lui demande de remplir un formulaire et le client va remplir son formulaire, il va valider les données. Dans le cas où il ne veut pas accepter le montant, donc il pourra refuser la commande. Dans le cas où le stock n'est pas disponible, ne pourra pas satisfaire la quantité qu'il a demandé, donc le système Amazon va notifier le client. C'est très simple. Voilà, donc je pense que cette première partie, elle est simple. Voilà, donc si vous permettez, donc je vais aller vers la deuxième partie. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il vous plaît. Déjà, est-ce que vous êtes là déjà? Je ne sais pas combien vous êtes. 41. Oui, madame. 41, très bien, parfait. Donc, on continue. Donc, la deuxième partie de l'exercice, donc c'est la suite. Donc, on s'est arrêté au point numéro 10. Maintenant, c'est le 11. Donc, je vais vous lire rapidement cette deuxième partie. 11. Le système Amazon l'invite à introduire les informations relatives à sa carte bancaire. Après avoir introduit les informations personnelles, le nom, prénom, adresse, etc., email, etc., maintenant, c'est les informations concernant le paiement, donc la carte bancaire. Donc, le numéro de la carte, sa date d'expiration, ainsi que le cryptogramme qui désigne le code de sécurité. En fait, le cryptogramme, si vous avez vu une carte bancaire, derrière la carte, il y a 3 lettres qu'il faut spécifier lorsque vous faites un paiement en ligne. C'est ce qu'on appelle le cryptogramme. Le système vérifie la validité du code au niveau du système d'autorisation bancaire, parce que le système Amazon, il peut pas vérifier est-ce que sa carte elle est valable ou pas. Il faut qu'il aille contacter un autre système externe qui est le système d'autorisation bancaire pour que ce système lui vérifie est-ce que la carte bancaire de ce client elle est valable, est-ce qu'elle est valide, est-ce qu'elle contient de l'argent ou pas. Donc, c'est pour cette raison il y a introduction d'un nouvel acteur dans ce diagramme d'activité.
qui est le système d'autorisation bancaire, et invite le client d'introduire les informations de sa carte à nouveau en cas d'erreur. Le client aura 3 chances pour réaliser les bonnes informations de sa carte, pour saisir plutôt les bonnes informations de sa carte. Après quoi, le système de l'autorisation bancaire notifie le client avec un message d'interdiction d'accès. Parce qu'en fait, après 3 accès, on saura que peut-être la personne, c'est pas le propriétaire de la carte, donc c'est quelqu'un qui veut tenter une intrusion, d'exploiter une carte qui n'est pas la sienne. Quelqu'un peut-être qui a volé cette carte, il est en train de vouloir faire des achats à l'insu du propriétaire de la carte. Voilà, donc après 3 essais, donc il y a blocage de la transaction. En cas de validité du compte, le système d'autorisation bancaire vérifie la disponibilité du solde. Maintenant, la carte, on sait bien qu'elle appartient bien à la bonne personne. Maintenant, il faut qu'on voit à l'intérieur de son compte, est-ce qu'il a suffisamment d'argent? C'est ce qu'on appelle disponibilité du solde. Si le solde est disponible, le système d'autorisation bancaire réserve le montant. C'est-à-dire tout de suite, lorsque quelqu'un commande un article sur Internet, par exemple sur Amazon, quand vous achetez, c'est pas tout de suite que ils vont vous enlever votre argent. Non, ils vont vous enlever votre argent lorsque vous avez reçu l'article et que vous avez été satisfait. Et c'est là, c'est après avoir été satisfait, après passage d'un certain délai, qu'on va vous encaisser l'argent. Mais avant, non. Mais par contre, ils vont le réserver. Ça veut dire pour garantir que cet argent, vous n'allez pas le dépenser. D'accord? Donc, ils vont réserver le montant et notifier le système d'Amazon de la validité de la transaction. Donc, il va dire au système Amazon que le client, il est bon, c'est sa bonne carte, il a suffisamment d'argent pour payer, c'est bon, j'ai réservé l'argent, tout va bien. Donc, le système Amazon, il faut informer, il va afficher au client que la commande est acceptée. Voilà, à peu près. Cette deuxième partie, en fait, elle concerne réellement la transaction, le début de la transaction d'achat en ligne. Voilà, donc à première vue aussi, on sait détecter pas mal d'acteurs. Donc, nous avons toujours le système Amazon que vous voyez ici. Et il y a l'introduction d'un nouvel acteur, qui est le système d'autorisation bancaire. Parce qu'il va vérifier pas mal d'informations pour nous. En l'occurrence, les informations relatives à la carte. Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle est toujours en cours de validité? Et puis, il va vérifier pour nous l'argent dans le compte. Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour faire la transaction d'achat? Et nous avons toujours le client qui est un acteur essentiel de cette transaction d'achat. Donc, voici à peu près la suite de notre diagramme pour modéliser cette deuxième partie. Donc là, tout à l'heure, pardon, donc je reviens. Tout à l'heure, on avait, si vous voulez, dans le diagramme précédent, on s'est arrêté à renseigner formulaire et valider données. Donc ici, pour renseigner le formulaire, le système Amazon lui a demandé de remplir le formulaire. Le client doit renseigner ce formulaire, et le système d'Amazon va lui demander aussi des informations concernant sa compte bancaire. Donc, ces informations, une fois qu'il les a renseignées, il va valider ces données. Donc, la validation de ces données, elle va déclencher la validation au niveau du système d'autorisation bancaire. Parce que si ces données relatives à la carte sont valables, elles ne pourront être vérifiées qu'au niveau de la banque, du système d'autorisation bancaire. Il est le seul à pouvoir vérifier ça. Vérifier et valider que la carte, les données de la carte sont bel et bien valables, de la carte bancaire du client. Si, donc ici, nous avons des cas, donc un nœud de décision, parce que on peut avoir la carte, elle est invalide, et il a fait moins de 3 tentatives. Ça veut dire il a saisi des données concernant la carte en vérifiant le système d'autorisation bancaire
a décidé que c'était invalide. Ça correspond pas. Il y a des erreurs. Et en plus, le client a fait moins de 3 tentatives. Donc, si tel est le cas, on va revenir au système Amazon pour qu'il puisse demander à nouveau au client de remplir les informations de sa carte bancaire. Et là, on va boucler dans ce processus 3 fois. S'il se trompe 3 fois, donc il aura, si vous voulez, 3 tentatives pour introduire les données. Lorsqu'il aura dépassé les 3 tentatives, c'est-à-dire la carte elle est toujours invalide, il a dépassé 3 tentatives. Dans ce cas-là, le système d'autorisation bancaire, il va notifier au client que l'accès est interdit. Et c'est la fin. Voilà, il va interdire la suite. D'accord? Donc, il y a aussi un autre cas, c'est lorsque la carte elle est valide. Donc, il a introduit des données et puis la carte elle est valide, il passe par ce chemin. Donc, le système va vérifier d'autorisation bancaire, il va vérifier est-ce qu'il y a suffisamment d'argent dans son compte. Donc, s'il n'a pas suffisamment d'argent dans son compte, ça veut dire le montant qu'il doit payer pour les laptops dépasse le solde qu'il a dans son compte, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire cet achat. Donc, le système d'autorisation bancaire, il va notifier le client et c'est la fin. Maintenant, si le montant est inférieur au solde, donc le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réserver le montant pour garantir à la fin de la transaction qu'il pourra encaisser ce montant. Il va notifier le système Amazon transaction valide parce que le client peut payer cette transaction. Et puis, il va afficher au client commande acceptée. Donc, il va envoyer, en fait, 2 choses. Donc, identification au système Amazon, disant transaction elle est bel et bien valide et l'affichage au niveau du client que votre commande elle a été acceptée. Est-ce que ça va par rapport à cette deuxième partie? S'il y a des questions, s'il vous plaît. Donc, s'il y a des questions, donc je suis prête à répondre à cette partie. Théoriquement, cette partie, elle est facile aussi à faire. Il n'y a pas de questions? Madame, pour afficher au client commande acceptée, Oui. est-ce que c'est système Amazon l'y affichera ou pour le traçage de ces diagrammes, il est unique ou il est quand même bizarre? Non, le traçage, il n'est pas unique, c'est une modélisation. Donc, tu peux, par exemple, tu peux suggérer, par exemple, que le système d'autorisation bancaire notifie système Amazon transaction valide, le système Amazon affiche au client commande acceptée. On peut suggérer aussi ce chemin. On peut suggérer ce chemin ou bien un deuxième chemin. Que l'affichage, c'est le système Amazon qui le fait, par exemple. On peut suggérer. D'ailleurs, je vais faire cette solution aussi. Je vais faire ce cas et un autre cas. D'accord, C'est merci. une modélisation. Donc, tu peux, tant que ça rentre dans le contexte logique de l'énoncé, c'est bon. Hein. C'est comme l'écriture d'un algorithme. Donc, tu peux réfléchir à une solution donnée et ton camarade réfléchit à une autre solution. Les 2 solutions, elles sont correctes, mais elles ont été, si tu veux, écrites de façon différente. Mais la logique dans les 2 algorithmes, c'est correct. La même chose, la modélisation. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la troisième partie. Voilà, donc la troisième partie de l'énoncé est la dernière. Donc, c'est du 16 au 21. Voilà, donc je vais vous lire rapidement cette partie. Le système Amazon affiche au client. Ah, voilà, donc finalement, regarde, le système Amazon, c'est lui qui affiche. Finalement, ici, je devais la déplacer là. Donc, c'est affiché. Je devais la déplacer. Finalement, voilà ce qui va me confirmer. Le système Amazon affiche au client que la commande est acceptée. Il lui envoie un email spécifiant un code d'accès au système Amazon pour suivre la livraison de sa commande. Le système Amazon envoie au magasin la commande ainsi que les données personnelles du client. Donc, apparemment, il y a un nouvel acteur qui rentre en jeu. C'est le magasin. Parce qu'en fait, le magasin, il va faire des choses. D'ailleurs, on vous le dit dans le 18, le magasin livre le laptop au client
qui devra fournir sa signature électronique au livreur. Donc, signature électronique au livreur, c'est un espèce d'appareil que le livreur ramène avec lui. Quand il vous donne l'article, il va vous donner cet appareil avec un stylo spécial. Vous signez sur l'écran de cet appareil. Donc, et puis il y a l'enregistrement. C'est comme s'il va scanner votre signature, donc manuelle. Donc, et ce qu'il va scanner, donc il va l'envoyer au système Amazon à travers Internet. Voilà. Donc, après accès par son code au site Amazon, le client peut signaler les défauts détectés sur le produit livré et le retourner pour échange avant expiration des 48 heures. En cas de retour, le système Amazon notifie le magasin du retour et l'invite à fournir un autre laptop conforme. Le processus se poursuit depuis l'étape 18. C'est-à-dire, lorsqu'il va lui fournir un nouvel laptop, il va revenir à 18 pour voir est-ce que, pour le livrer, bien sûr, pour fournir la signature, le client devra fournir sa signature, et par la suite, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de défaut. S'il y a toujours des défauts, il va pouvoir le retourner. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de défauts. C'est-à-dire que le client n'a pas signalé de défaut après avoir dépassé 48 heures. Donc, vous voyez que lorsque vous achetez en ligne, tel que Amazon, c'est vraiment respectable parce que j'ai moi-même testé j'ai fait l'expérience et ça marche réellement. Quand on vous livre un produit, vous pouvez le retourner s'il vous plaît pas. Par exemple, la taille ne convient pas, sinon la couleur, sinon il présente un défaut, sinon vous avez changé votre avis. Donc, vous pouvez toujours faire retourner le produit pour échange. Moi, j'ai fait l'expérience pour retourner un produit pour échange. Maintenant, j'ai pas fait l'expérience pour retourner un produit et ne plus acheter, annuler ma commande. Ça, je l'ai pas fait, mais pour échanger, ça marche réellement. Donc, en cas de retour, le système Amazon notifie au magasin du retour. Il invite à fournir, ici, c'est pas fournisseur, à fournir un autre laptop conforme. Le processus se poursuit depuis l'étape 18. Donc, il va revenir pour faire le même processus. Donc, en cas d'expiration des 48 heures, le système Amazon notifie le système d'autorisation bancaire pour débiter le compte du client et encaisser l'argent. Et c'est ainsi que la transaction d'achat sera clôturée. Voilà comment le scénario d'achat en ligne se termine. Voilà, donc en faisant cette analyse rapide de l'énoncé, donc nous avons dit qu'il y a un nouvel acteur qui entre en jeu, c'est bien le magasin. Et puis il y a cette notion aussi de temps, donc il y a toujours un signal, pas un signal parce qu'ici on va pas envoyer après 48 heures, mais juste un test plutôt. On va tester est-ce qu'on a dépassé 48 heures ou pas. C'est tout. Sinon, c'est les mêmes acteurs vont continuer à faire le travail, donc à déclencher des actions qui leur sont propres. Donc voici cette dernière partie du diagramme. Voilà. Donc finalement, je l'avais rectifié ici. Regardez. Ça, je l'avais rectifié. Finalement, donc je vais arrêter parce que là, je fais en deux parties en trois parties le diagramme. Donc il y a des choses que j'avais faites, j'avais oublié de les enlever. Donc ici, ça, je l'avais enlevé. Je l'avais mis à ce niveau, au niveau du système Amazon. Donc, on le voit bien à travers la troisième partie. Parce que la troisième partie, on spécifie réellement qui fait quoi. Il affiche réellement. Donc ici, vous avez le système Amazon. Il va notifier Amazon comme quoi la transaction est valide parce qu'il a trouvé l'argent dans le compte du client. Ensuite, le Amazon, il va afficher au client commande acceptée. Il va envoyer un email. Il va envoyer les données au magasin. Donc, il va faire beaucoup de choses. Maintenant, il y a le nouvel acteur qui est le magasin qui devra faire livrer le laptop. Donc, quand il va livrer le laptop, le client devra fournir sa signature électronique. Une fois qu'il a fourni sa signature électronique, maintenant on va tester. Est-ce qu'on a dépassé 48 heures ou on n'a pas dépassé? Donc, si on a dépassé 48 heures, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réclamation, on pourra faire la suite. Maintenant, si on n'a pas dépassé 48 heures, donc le client, il peut accéder à travers, parce que là, il lui a envoyé un email, Amazon,
pour lui donner le compte d'accès au système Amazon. Donc, les clients peuvent accéder au site Amazon, bien sûr, pour signaler les défauts, Madame, suivre la livraison et signaler les défauts. Oui. Madame, il peut fournir la signature électronique et puis ne pas signaler les défauts. Genre, la transaction s'arrête, c'est la fin, non? La transaction s'arrête, mais le système d'achat en ligne, il temporise 48 heures parce qu'ils peuvent pas tout de suite, parce que c'est réglementé par la loi. Il faut réellement attendre 48 heures. S'il n'y a pas si le client n'a rien signalé, ça veut dire c'est bon. Madame, C'est-à-dire, mais par exemple, lorsque j'achète un article, sur place, il me plaît, je suis contente, il n'y a pas de défaut, j'accepte, je veux liquider. Mais la loi m'oblige à attendre 48 heures. Madame, mais ici, on a mis genre, il se fait livrer le laptop, mais on est obligé d'accéder au site Amazon et signaler des défauts. Oui, bien sûr, parce qu'après avoir signé sur l'appareil, en fait, tu sais sur l'appareil que ramène avec lui le livreur. Le livreur il ramène deux choses. Il ramène ton article, il ramène le petit appareil avec quoi il travaille. Donc, une fois qu'il te remet ton article, il te donne l'appareil, tu signes avec le stylo électronique sur l'appareil. C'est bon. Donc, une fois signé, ta signature, elle part vers le système Amazon. C'est bon. Après, toi, tu vas déballer l'article, tu vas enlever de l'emballage, tu vas peut-être l'essayer s'il s'agit par exemple d'un habillement. Moi, je me souviens avoir acheté sur Amazon un manteau. Je l'avais essayé et puis par la suite, je me suis rendu compte que la taille que j'avais demandée était trop grande. Donc, j'avais changé une taille moins. Donc, si par exemple, tu veux démarrer le laptop, tu te rends compte que, par exemple, il s'allume pas. Ou bien le système c'est pas ce que tu as demandé. Ça démarre pas, ça bug. Il y a des trucs qui manquent, des pièces, Même, peut-être. madame, genre, pas forcément, non. Genre, normalement, ça se termine s'il n'y a pas de défaut. Non, c'est pas question, c'est la loi. Regarde, c'est comme si je suis à l'université, on est en train je te donne juste l'exemple. Je te donne l'exemple de la délibération. Par exemple, on dit, on va délibérer aujourd'hui. Supposons en délibérant, tous les étudiants, ils étaient contents de leur résultat. Ils ont accepté la délibération. Normalement, tout de suite, on va faire une délibération finale. On valide une fois pour toutes. Mais non, la loi nous oblige de temporiser 48 heures. Dans ces 48 heures, n'importe quel étudiant, il pourra venir réclamer son droit. Qu'il y ait des erreurs de saisie, par exemple, qu'une note n'a pas été comptée, que l'étudiant veut intervenir parce qu'il a un cas social à présenter. Donc, après 48 heures, s'il n'y a pas de réclamation, ce qu'on a délibéré, il va devenir le définitif. Mais s'il y a des réclamations, on va les prendre en charge. C'est exactement le même principe ici, lorsqu'il y a un achat. Lorsqu'il y a un achat, parce que les achats en ligne, c'est comme, c'est un commerce. Et puis le commerce, il est réglementé par une loi. Et la loi, elle exige le système Amazon à temporiser 48 heures. C'est pas elle qui a décidé, c'est la loi. C'est l'État qui a mis en place ces lois que les commerçants en ligne doivent suivre pour garantir le droit du client, pour ne pas lui vendre n'importe quoi. S'il n'a pas le droit de réclamer. Donc, ils peuvent te vendre n'importe quoi. Ce que tu as pris, c'est ça. Non, dans le système d'achat en ligne, on attend 48 heures, même si dans ces 48 heures, le client n'a rien à réclamer. Si une fois dépassé 48 heures, on a dépassé le délai légal, c'est bon. Si plus tard, le client vient réclamer, Amazon peut se défendre. Non, tu as dépassé 48 heures, c'est la loi qui dit ça et c'est tout. Est-ce que tu as compris? D'accord, merci, madame. Voilà, donc ce délai, il est important, il est réglementé. C'est-à-dire, Madame, oui, pardon, pour l'appareil اللي حيسيني فيها le client oui, تبع livreur oui, il n'est le pas écrit. livreur, il marche avec un espèce d'appareil sous forme on dirait comme un téléphone mobile, comme un mobile, mais plus grand, comme une tablette, un genre de tablette comme ça.
Donc, une tablette, et puis là, il a un stylo électronique, tu signes dessus. Et lorsque tu signes, ta signature, parce que la tablette avec l'enregistreur Redac, il est connecté à Internet. Donc, directement, ta signature, elle part au système Amazon. Donc, on connecte à ma système aussi. Ah Ma oui, table oui, a le oui, oui, système. c'est tout ça, c'est le cloud, mademoiselle. Tout ce qui se passe de façon de transaction à travers Internet, c'est le cloud. Tout ce que tu fais est enregistré dans le cloud. Dans le cloud, ça veut dire ensuite le cloud il va faire parvenir cette signature au système Amazon. D'accord, j'ai compris, madame, merci. Donc le délai de 48 heures, c'est important. C'est comme si vous avez votre droit de 48 heures de réclamation au niveau de l'université. Donc, vous avez remarqué bien, la délibération, vous restez 48 heures. Donc, nous-mêmes, par exemple, si on fait délibération le dimanche, on doit redélibérer la deuxième fois et définitivement le mardi. On doit attendre 48 heures. Donc, après 48 heures, s'il n'y a pas de réclamation, c'est bon. C'est OK. C'est, ce qu'on a délibéré, c'est le définitif. Mais si, dans les 48 heures, on a reçu des réclamations et pour rectification, on doit les traiter. Donc, on doit traiter ces réclamations et on doit refaire la délibération sur la base de ces nouvelles réclamations. Bien sûr, on doit rééditer le nouveau PV s'il y a eu des modifications. S'il n'y a pas eu de modification, l'ancien PV, c'est celui-là qu'on va rééditer une deuxième fois et signer une deuxième fois, bien sûr, avec ce nouveau PV qui porte une nouvelle date. Comme ça, on pourra justifier qu'on a fait une délibération après 48 heures. Donc, c'est la même chose, au niveau, c'est la même chose au niveau de la chambre. Oui? Madame, pourquoi vous avez ajouté le système bancaire avec? Parce que, Pourquoi on ne s'est pas contenté du système Amazon? Autorisation bancaire avec. Parce que, regarde, dans l'énoncé, ils disent que le système d'autorisation bancaire, il exécute un certain nombre d'actions. Et puis, le sujet de notre exercice, c'est de modéliser un diagramme d'activité. Donc, toutes les activités, les actions qu'on peut modéliser, il faut les mettre. Maintenant, ces actions, certaines, c'est le système d'autorisation bancaire qui les exécute. C'est la raison pour laquelle on l'a introduit. Parce Vous que pouvez ce nous système montrer le d'autorisation diapo bancaire. تاع وين كاين هذا le système bancaire هذا Comment? pour voir la phrase. Est-ce que vous Oui, pouvez bien nous sûr, montrer le diapo? on peut revenir là où il y a le système d'autorisation bancaire. Voilà. Donc ici, c'est surtout dans cette deuxième partie de l'exercice. Donc voilà. Le système vérifie la validité du code au niveau du système d'autorisation bancaire. Ça veut dire, le code de la carte du client ne pourra être validé qu'au niveau du système d'autorisation bancaire. Parce que le système Amazon, il n'a pas les comptes des clients, il peut pas vérifier. Par contre, le système Ah oui, d'autorisation c'est vrai. bancaire, c'est lui, c'est la banque, c'est elle qui a un système qui vérifie Oui. est-ce que c'est des comptes à les clients. C'est la banque. Oui, Voilà, donc, exactement. Merci. et en plus, il invite les clients à introduire les informations de sa carte à nouveau en cas d'erreur. Et puis, qu'est-ce qu'il pourra faire aussi? Voilà, en cas de validité du code, le système d'autorisation bancaire vérifie la disponibilité du solde. Le système Amazon, il peut pas connaître combien tu as de l'argent dans ton compte. Par contre, le système de la banque, il sait combien. Donc, c'est lui qui pourra donner l'information au système Amazon pour lui dire, écoute, ce client, il peut acheter. Il est valide, ce client. Il est solvable, si tu veux. Il peut payer parce que j'ai vérifié qu'il a de l'argent dans son compte. Est-ce que tu as compris? Regarde aussi le système d'autorisation. Oui, madame, c'est clair, c'est bon. Bancaire. Il réserve le montant. Si jamais il trouve suffisamment d'argent, il dit oui, c'est bon, il peut acheter. Il peut acheter. Ce client, il est solvable. Par contre, la validité, on l'étudie au niveau système Amazon. La validité, en fait, tout ce qui concerne la validité du client en termes carte bancaire et en termes solde. Cela, c'est pas Amazon qui vérifie. Cela, c'est le système d'autorisation bancaire. La carte. Oui, justement, puisque c'est une validité. Puisqu'elle a une relation avec la banque. Parce que regarde, la carte bancaire. Le client peut avoir la carte bancaire, mais par exemple, elle a expiré. Oui, c'est bon, madame. Oui. J'ai cru que vous l'avez mis au niveau système Amazon. C'est bon, merci. Non, c'est pas Amazon, c'est au niveau du système bancaire. Ok. Voilà, donc
revenons ici à la troisième partie. Voilà. Donc, on est arrivé ici. Donc, après avoir que le client ait fourni sa signature électronique, euh, donc si on a dépassé 48 heures et on n'a pas eu de réclamation du client, donc notifier le système autorisation bancaire. Donc, c'est une notification qui va être envoyée directement de débiter. C'est-à-dire notifier, c'est après avoir, c'est une notification qui se déclenche automatiquement après le dépassement de 48 heures. Hein. Donc, le système d'autorisation dans ce cas-là, il va débiter le compte du client, il va encaisser l'argent. Mais l'argent, quel argent? C'est l'argent qu'il a réservé au départ. L'argent, le montant à payer. Ensuite, il va clôturer la transaction et c'est la fin. Maintenant, si on a eu des réclamations avant expiration des 48 heures, des réclamations avant expiration des 48 heures. Dans ce cas-là, le client va accéder au site Amazon, il va signaler les défauts, il va retourner le produit livré. D'accord? Dans ce cas-là, il va notifier le magasin. Retourner le produit livré, ça veut dire dans le logiciel, il y a quelque chose qui a coché, sinon, pour dire je retourne le produit, telle date, le livreur peut passer le ramasser, etc. Pour que le livreur revienne ramasser le produit. C'est ça, retourner le produit. C'est pas l'action de donner, c'est pas l'action manuelle de donner le produit. Non, c'est l'action de signaler via le logiciel que je suis en train de retourner le produit. Donc ensuite, le système Amazon va notifier le magasin. Le magasin, il va fournir un autre laptop conforme à la demande du client. Ensuite, il va livrer ce nouveau laptop qu'il vient juste de fournir. Ensuite, il va revenir vers l'étape de la signature du client et le processus pourra continuer jusqu'à ce que il y aura plus de réclamation jusqu'à ce qu'on passe par ce chemin. C'est-à-dire après 48 heures, le client il est content et la banque elle a encaissé ce qu'elle doit encaisser comme argent et on a débité le compte du client et puis la transaction elle est bel et bien terminée. Voilà à peu près la modélisation de cette troisième partie et dernière de notre exercice. Est-ce que ça va? S'il n'y a pas de questions, donc je termine, ça y est, donc cet exercice est terminé. Madame, Oui? il y a une étudiante qui vous dit que notifier le système d'autorisation bancaire se fait au niveau système Amazon et pas client. Notifier? Oui, bon, peut-être. Attends, je vais voir dans l'énoncé, parce que là, c'est dans l'énoncé qu'on peut être. Remarque, cette modélisation, j'ai fait hier soir, donc il se peut qu'elle a rapide. Le client ne Attends, peut on pas va voir. notifier le système Oui. d'autorisation bancaire. Attends, on va voir dans l'énoncé. Peut-être j'ai fait à la rapide, donc Logiquement. théoriquement, après accès à son code, le client peut signaler les défauts sur le produit livré et le retourner pour échange après, en cas de retour. Voilà. En cas de retour, attends, notifié après 48 heures, n'est-ce pas? Attends, le magasin, les défauts, voilà. Ah, en cas d'expiration des 48 heures. Ah oui, c'est le système Amazon, pardon, oui. C'est le système Amazon qui nous notifie le système d'autorisation. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est le système Amazon, parce que là, je l'ai fait à la rapide. Donc, système Amazon, c'est lui qui notifie. Finalement, donc, je vais la déplacer au niveau du système Amazon. OK. Donc, bonne remarque. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, donc, mis à part cette remarque, donc, notifier système autorisation bancaire, théoriquement, c'était le système Amazon qui devait le faire. Et d'ailleurs, dans l'énoncé, on le confirme. Donc, en cas d'expiration de 48 heures, le système Amazon notifie. Donc, c'est lui qui notifie, c'est pas le client. Donc, c'est pour cette raison, notifier système d'autorisation bancaire, je vais le déplacer ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je peux passer directement au cours. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc cette partie, donc je vais encore l'améliorer.
en faisant une petite analyse et tout. Et je vais vous l'envoyer. Et bien sûr, je vais vous envoyer aussi la suite des exercices dans la série. Et on pourra traiter ces exercices la prochaine fois. Si on arrive à terminer la prochaine fois la série, c'est bon. Sinon, on pourra entamer une autre séance pour terminer la série. Voilà. Donc, sur ce, je clôture le TD. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est la série quand je vais vous l'envoyer et de revoir aussi cette solution d'exercice qui a été faite rapidement et de signaler s'il y a des erreurs, s'il y a des incomplétudes, etc. Voilà. Donc, je vais passer tout de suite au cours. Donc, notre cours, donc, c'est le diagramme de classe. Le diagramme de classe, on connaît quelques petites histoires. En fait, le diagramme de classe, c'est un des diagrammes statiques qui décrivent le système. Ce que c'est le système, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est comme système. Donc, c'est un diagramme statique. C'est pas comme le diagramme de cas d'utilisation ou bien le diagramme d'activité. Raison de plus d'activité parce que il modélise des traitements, il modélise des use cases, donc des traitements, donc c'est dynamique. Parce qu'il y a de l'exécution derrière. Alors que le diagramme de classe, non, c'est quelque chose de statique. Donc, il fait partie des diagrammes statiques. Par contre, le diagramme de cas d'utilisation et d'activité font partie des diagrammes dynamiques. Voilà. Donc toujours dans ce diagramme-là, il y a cette notion de classe. Donc, la classe, on connaît de quoi il s'agit. Donc, la classe, elle répond au paradigme orienté objet. Et dans ce paradigme, il y a pas mal de concepts et de principes qui sont régis par cette nouvelle façon de programmer ou bien de modéliser, qui est l'orienté objet. Parmi ces principes, nous avons la notion de classe, la notion d'objet, la notion d'encapsulation, d'héritage et polymorphisme. C'est surtout les 4 principes de base de l'orienté objet. Donc, on connaît à peu près de quoi il s'agit. On connaît la classe, on connaît l'objet, l'encapsulation, ce que ça veut dire, l'héritage, et à peu près le polymorphisme. Madame, Oui. Madame, juste une question. Par rapport au projet, si le schéma global il a plusieurs use cases, dans chaque use case, on va mettre un diagramme d'activité, c'est ça? Un diagramme, non. Tu vas faire 3 diagrammes d'activité seulement. Pardon. Tu vas faire 3 documentations de use case seulement. Tu prends un Oui. use case, tu vas le documenter avec la technique narrative. Tu prends un deuxième use case, tu vas lui faire son diagramme d'activité. Et tu prends un troisième use case, tu vas faire sa description par un diagramme de séquence. Donc, dans le deuxième, pour le diagramme d'activité, tu fais un seul diagramme d'activité. Bien sûr, tu prendras un use case, donc le diagramme d'activité est intéressant. C'est pas un diagramme d'activité qui contient 2 ou 3 actions, et puis début, c'est la fin et au revoir. Est-ce que tu as compris? D'accord, merci madame. Voilà. Madame, Un seul est-ce diagramme que vous pouvez d'activité. nous rédiger, madame, Oui. est-ce que vous pouvez nous rédiger une certaine structure pour la suivre de ce projet? Le projet, c'est clair. Tu suis la structure que tu dois suivre, c'est ton cycle de vie. Étude de faisabilité, cahier de charge. Dans le cahier de charge, tu vas faire l'expression des besoins, tel qu'on l'a fait en TD. Ensuite, tu vas faire spécification des besoins. Dans la spécification des besoins, tu vas faire le diagramme de use case, le diagramme d'activité, le diagramme de séquence, le diagramme de classe. C'est ça la spécification des besoins. Ensuite, tu vas passer à la deuxième étape, qui est la conception architecturale. Tu vas me donner une architecture de ton système, de ton logiciel. Architecture globale, sous forme de modules, par exemple. Ensuite, architecture détaillée. Tu vas, chaque module ou bien chaque package de ton logiciel, tu vas me l'expliquer avec des phrases. C'est ça ce que je veux dire détaillé. Parce que vous n'avez pas suffisamment d'outils maintenant pour me faire une architecture détaillée dans l'art des choses. Et la dernière phase, tu vas faire le codage, la programmation. Voilà, c'est ça la démarche. La démarche, elle est décrite par le cycle de vie. Est-ce que tu m'as compris?
Oui, d'accord. Je vous ai compris, merci. Voilà, donc on revient à notre cours. Donc on connaît bien la classe. La classe, c'est une abstraction d'un type de données qui caractérise un monde, un objet du monde réel. Donc si vous voulez, la classe, c'est comme si je suis en train de décrire un monde réel ou bien un objet du monde réel avec une métaphore qui est la classe. C'est une abstraction. Donc, et cette classe, elle a, elle est composée de deux parties. La partie attribut, la partie méthode, ça on connaît. Et puis là, de cette classe, je peux créer des objets. Donc, c'est comme si la classe, c'est tel, par exemple en architecture, c'est tel le plan de la maison. Et les différentes maisons que je construis sur la réalité qui suivent ce plan-là, ce sont des objets de ce plan. Donc la classe, c'est le modèle et les objets, ce sont les fabrications des exemplaires de ce modèle. Voilà, donc la classe contient la partie attribut et méthode. La partie attribut, elle est spécifique à chaque objet. La partie méthode, par contre, si je parle en termes d'objet, elle est commune à tous les objets. Donc l'objet, c'est une instantiation. Donc on a vu à travers un cours que je vous ai envoyé, en l'occurrence le cours numéro 9, c'est le diagramme d'objet. Donc il décrit clairement qu'est-ce que c'est un objet. C'est une instantiation d'une classe. Donc chaque objet, il possède ses propres attributs avec leurs propres valeurs. C'est-à-dire que les attributs d'un objet, en termes de valeurs, peuvent être différentes des valeurs des mêmes attributs d'un autre objet. Mais il peut exister, par exemple, un attribut qui est commun à tous les objets. Donc celui-là, c'est un attribut, si vous voulez, de classe, parce qu'il est partagé par tous les objets. Donc dans la classe, donc si vous voulez, c'est clair et net. Donc on va pas trop tarder parce qu'on connaît déjà. Donc déjà la classe, on arrive à détecter la partie statique ou bien la partie attribut et la partie dynamique ou bien qu'on appelle méthode. Donc la partie attribut, elle est chaque objet, il a sa propre, si vous voulez, ses propres valeurs de ses attributs. Par exemple, si j'ai les attributs propriétaires soldes, donc j'ai un objet numéro 1 de cette classe compte, par exemple le compte 1. Donc le compte 1, il a propriétés soldes qui ont des valeurs qui peuvent être différentes des valeurs d'un autre compte 2, par exemple, avec les mêmes attributs, on a d'autres valeurs. Donc on peut spécifier des valeurs différentes. Par contre, la partie méthode, aussi bien le compte 1 que le compte 2, les deux comptes vont partager la même partie méthode. Voilà, donc la classe, le nom, la partie attribut, la partie méthode, et vous avez l'objet. Il y a des données qui sont partagées. Il y a la partie publique. La partie publique, c'est la partie méthode. Voilà. Et il y a cette histoire de message, parce que en fait, comment je vais utiliser ces méthodes-là, c'est par l'envoi de messages. Donc, lorsque je vais afficher le résultat d'une méthode, ou bien lorsque je vais affecter le résultat d'une méthode lors d'une exécution. Donc ça s'appelle l'envoi de messages. Euh, donc les concepts de base de cet orienté objet en termes de classe, c'est cette histoire d'instanciation. Donc j'ai instancié un objet. Voilà. Donc instancier une classe X. Donc pour instancier la classe, donc je vais créer par new X. Donc je vais utiliser l'opérateur new. Donc cet opérateur new me permet d'allouer de l'espace mémoire pour X. Et puis là, je pourrais par la suite appeler les différentes méthodes en faisant à chaque fois donc le nom de la méthode, le nom de la classe, point le nom de la méthode. Ou bien, par exemple, lorsque je vais appeler le constructeur aussi. Donc ici, il faut retenir simplement la chose suivante, que la référence n'est pas un pointeur. Donc lorsque je vais créer une instance X, par exemple de la classe X, donc cette instance-là, il est pointé par une référence. Et cette référence, c'est pas un pointeur. Un pointeur, c'est une adresse physique dans la mémoire, d'accord?
Donc, il y a une valeur particulière. Cette valeur, elle se trouve réellement dans la mémoire. La position, par exemple, numéro 11, c'est la position numéro 11 de la case mémoire, la RAM. Par contre, une référence, c'est juste un numéro. Donc, physiquement, cet objet, où est-ce qu'il est enregistré, on ne le sait pas. Je sais qu'il porte un tel numéro et c'est tout. Donc, c'est ça l'orienté objet. Donc, ça manipule pas les pointeurs. Donc, ça manipule pas des adresses physiques, mais ça manipule des adresses logiques, qui sont des références. Et lorsque je veux supprimer une instance, la suppression, elle se fait automatiquement. L'utilisateur n'a pas à contrôler quand est-ce qu'on va supprimer, etc. Alors que lorsque vous manipulez les adresses physiques, c'est à vous d'allumer et de ne pas allumer ou bien supprimer l'allocation d'un nœud, par exemple, d'une liste, puisque l'allocation, elle est dynamique. Donc, qui c'est qui s'occupe de faire la suppression? C'est le garbage collector. C'est lorsque certaines références ne sont pas référencées, ne sont pas utilisées pendant un petit moment, donc ils sont plus référencés. Donc, il y a rupture de référence. Donc, ces objets-là, ces instances-là, elles vont être supprimées. Ou bien, on peut faire aussi un appel automatique de suppression, mais à condition qu'il y ait dans le code l'objet .finalize. Si cette méthode est définie dans le code, donc ici, il y a quand même un certain contrôle de la suppression de l'instance. Nous avons aussi les variables, la notion de variable et de méthode de classe. On peut avoir des variables de classe et on peut avoir des méthodes de classe. Voilà, donc les variables et les méthodes de classe elles doivent être spécifiées par le mot statique. Donc, la spécificité de ce mot statique, c'est que ce champ, bien cet attribut qui est statique, bien cette méthode qui est statique, elle est partagée par toutes les instances. Exemple. Donc, supposons ici, il y a un exemple d'un attribut de type statique. Par exemple, l'attribut A de type int, il est statique. Et en plus, il contient la valeur 22. Eh bien, ce A, qui contient la valeur 22, il est partagé par toutes les instances. Ça veut dire, au niveau de x, A est égal à 22. Au niveau de l'instance x en 1, qui est un type de x. Donc, c'est l'instance, c'est un objet de x. Donc, x1, il contient aussi A égale à 22. x2 contient aussi A égale à 22. En fait, il contient, mais en fait, il référence le même A. Ça veut dire tous, ils vont pointer vers le même A. Donc, ils reconnaissent tous le A, mais qui a toujours la même valeur 22. Parce que ce A, il est statique. Donc, cette valeur, ou bien cette variable, ou bien cet attribut, il est partagé par toutes les instances. C'est ce qu'on appelle un attribut, ou bien un champ de classe. C'est un champ de classe, ou bien un attribut de classe. Par contre, ici, par exemple, j'ai un autre attribut B. Par exemple, le B, ici, au niveau de l'instance X1, il contient la valeur 37. Au niveau de l'instance X2, il contient la valeur 42. Donc, c'est différent. Ça veut dire, les trois objets, si vous voulez, la classe et les deux instances, X, X1, X2, ils ont la même valeur de A, qui est 22, mais les deux instances X1, X2, ils ont des valeurs différentes du B. Voilà. Donc, parce que cela, B n'est pas un attribut de classe. C'est un attribut qui n'est pas de classe. C'est un attribut d'instance, si vous voulez. Donc ici, le B, il fait partie des champs et des méthodes d'instance. Donc c'est un attribut ou bien un champ d'instance. Donc, puisque c'est un attribut d'instance, il n'y a aucun mot qui spécifie qu'il est instance. On met rien avec, juste son type. Par contre ici, puisque c'est de classe, on met à côté statique. Donc c'est valable ici, parce qu'on a parlé de l'attribut statique, c'est valable aussi pour les méthodes. Par exemple, si j'ai une méthode statique, je dois spécifier le mot statique avant le nom de la méthode. Donc, une méthode d'instance peut manipuler des champs de classe et d'instance. Ça veut dire, si j'ai une méthode d'instance, à l'intérieur, je peux manipuler les attributs qui sont de classe et d'instance. Ça veut dire, à l'intérieur de cette méthode d'instance, je peux manipuler aussi bien le A que le B. Le A, il est un attribut de classe et le B, c'est un attribut d'instance. Une méthode de classe ne peut manipuler que des champs de classe. Voilà, une méthode de classe. Donc, si j'ai une méthode dont le mot, c'est-à-dire qui est précédé par le mot statique. Donc, si j'ai
une méthode qui est précédée par le mot statique. Donc, cette méthode, elle peut manipuler que les attributs ou bien les champs de type statique. Mis à part ça, on ne peut pas faire autre chose. Exemple, donc nous avons un exemple de classe. Donc, nous avons la classe Kant, et à travers lesquels nous décrivons deux attributs de type string propriétaire, de type double sort, et nous avons une méthode. Pas une méthode, mais plutôt le constructeur. Donc ici, on a le constructeur qui est appelé lors de la création à travers le fameux new. Voilà, donc c'est tout, voilà. Nous avons aussi une méthode d'instance. Une première méthode d'instance, c'est crédité. Une deuxième méthode d'instance qui est débité. En fait, ici, on n'a pas décrit un truc de classe. Voilà. Donc ici, regardez, donc vous avez le modificateur private et public. En général, les attributs, ils sont de type private et ils sont manipulés à l'intérieur de la classe simplement. Si un autre classe veut manipuler les attributs de cette classe compte, elle ne pourra les manipuler qu'à travers l'appel des méthodes, à travers les getter-setters pour pouvoir lire ou bien modifier le contenu des attributs. Mais elle ne pourra pas toucher directement aux attributs parce qu'ils sont de type private. Donc, ils sont invisibles à l'extérieur de la classe, si vous voulez. Par contre, les méthodes, elles sont de type public parce qu'elles sont partagées, elles sont visibles à l'extérieur de la méthode. Dans cet exemple, nous avons une classe DeskCount dans laquelle on a décrit un attribut, un champ, partagé par toutes les instances. Donc, c'est un champ statique, il est de type count, donc c'est Bob. Ça veut dire Bob, on va le retrouver dans toutes les instances. Ici, il y a un autre champ statique qui est de type count, c'est quand il y a Bill, donc Bill. Voilà, donc deux champs, Bob et Bill, qui sont de type count, ils sont statiques. Nous avons ici une méthode, mais plutôt le main. Donc, l'utilisation des fameux args avec le crochet, c'est un tableau. Et arg, ça va contenir, c'est pour pouvoir appeler ce mail en faisant introduire, lors de l'appel de ce mail, des arguments. Donc, la saisie de ces arguments se fait au moment de l'appel. Au moment où vous écrivez, si vous exécutez votre programme au niveau de la console, vous pouvez taper le nom du programme, suivi des arguments séparés par des virgules. Ces arguments, lorsque vous allez les saisir, ils vont être sauvegardés dans ce tableau args. Ils vont être sauvegardés dans ce tableau, d'accord? Et par la suite, vous pouvez exploiter ce tableau pour extraire ce que vous avez saisi, si vous avez un traitement particulier à faire. Donc ici, nous créons si vous voulez, l'objet Bob, new count Bob, voilà, et l'objet, si vous voulez, Bill, new count Bill. Voilà. Ici, regardez, parce que ici c'est statique, il manipule les attributs de type statique. Bob, il est statique, donc il peut appeler une méthode, parce qu'il est de type count. Il peut appeler une méthode de compte, parce que crédité, c'est une méthode de compte qui est publique, donc elle est visible à l'extérieur de compte. Voilà, donc à peu près la classe d'objet, donc vous connaissez cette histoire déjà vue, mais ce qui est intéressant pour nous dans ce cours, c'est de pouvoir tracer le diagramme de classe. Comment il faut faire pour pouvoir le tracer correctement. Donc en fait, un diagramme de classe, aussi bien que les autres diagrammes, c'est une représentation graphique d'éléments interconnectés avec des relations. Donc il décrit, comme on l'avait dit, la structure statique d'un système. Un exemple typique de cette structure, c'est celle-là. Donc par exemple, vous avez la compagnie. Donc vous voyez bien ce schéma-là, on dirait que c'est un dossier. Donc si vous voyez le grand rectangle, donc vous voyez compagnie ici, voilà, donc vous avez jusque-là, c'est un carré, il va se suivre jusque-là. Si vous regardez le schéma complet de ça, on dirait que c'est un dossier. Lorsqu'on schématise un dossier, on fait comme ça. Ce schéma, le dossier, si vous voulez, dans le diagramme de package, on modélise les éléments de ce diagramme à travers des dossiers.
Donc, dans le projet que je vous ai demandé de faire, il est possible d'utiliser cette notion de package pour modéliser l'architecture de notre système. Donc, chaque package, si vous voulez, comme ici, nous avons le package compagnie. Chaque package, il va contenir un certain nombre de classes ou bien d'éléments, si vous voulez, ou bien de composants qui font partie du même package. Par exemple, ici, personnes, employés, compagnie, ils font tous partie du package compagnie. Donc, dans l'architecture du logiciel du projet, c'est possible de modéliser comme ça. Bien sûr, vous n'allez pas modéliser un seul package. Vous allez modéliser plusieurs packages. Il y aura de la relation entre les packages, selon qu'un package va appeler l'autre. Donc ici, vous avez compagnie. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes combien? Oui, madame. On est 34. Ah, très bien, parfait. Donc ici, vous avez, dans ce package compagnie, nous avons plusieurs classes. Nous avons la classe personne, la classe employé et la classe compagnie. Donc, ce sont des classes qui sont connectées avec des relations. En l'occurrence, la classe employé, elle est reliée à la classe personne avec une relation d'héritage. Cela veut dire sémantiquement qu'un employé, avant qu'il ne soit employé, il est au départ une personne. Donc, il va hériter des mêmes caractéristiques, des mêmes attributs d'une personne. Il va aussi bénéficier des mêmes méthodes que je vais développer pour la classe personne. Madame, la flèche, elle n'est pas dans l'autre sens. C'est l'employé qui hérite. Donc, la lecture, il faut la faire dans le sens de la flèche. L'employé hérite de personne. Parce que l'employé, il est une personne. C'est pas l'inverse. Une personne n'est pas automatiquement un employé. Mais un employé, il est automatiquement une personne. Avant d'être employé, tu es une personne. Par exemple, avant d'être étudiant, tu es une personne. Donc, étudiant hérite de personnes. Employé hérite de personnes. Par contre, ici, vous avez une autre classe qui s'appelle compagnie. Et vous avez une relation avec la classe employée. Donc, cette relation, c'est la relation d'agrégation. C'est le fameux losange qui n'est pas rempli, qui est vide. C'est une relation d'agrégation, de composition faible. Ça veut dire, là, sémantiquement parlant, qu'est-ce qu'on comprend à travers cette relation? C'est que la compagnie est composée de plusieurs employés. Les employés, ils sont membres de cette compagnie. Mais le fait d'être membre, ou bien le fait que la compagnie est composée de plusieurs employés, c'est pas une composition forte. Pourquoi? Parce que, supposons je supprime la compagnie. Est-ce que je dois supprimer les employés automatiquement avec la compagnie? La réponse est non. Pourquoi pas, madame? Parce que les employés constituent la compagnie. Oui, mais si la Les compagnie, employés, oui. si la compagnie est supprimée, les employés, ils peuvent rejoindre une autre compagnie. Ils Ah, d'accord. garderont toujours leur statut d'employé. Ah, ok. Ok. Tu as compris? Oui, merci. C'est le même exemple lorsque tu veux dire le footballeur, un footballeur et une équipe. Par exemple, une équipe est composée de plusieurs footballeurs. Supposons l'équipe est partie. Supposons l'équipe CRB. On décide de ne plus, de supprimer cette équipe CRB. Mais les footballeurs qui étaient dans cette équipe, ils vont aller rejoindre une autre équipe. Par exemple, ils seront toujours footballeurs, mais ils vont composer une autre équipe. Donc, Ah, ok. Moi, je pensais que c'est l'employé qui, par exemple, quand on supprime la compagnie, l'employé, il disparaît, mais la personne, il continue à être une personne. Non, l'employé continue toujours. C'est comme la relation entre équipe et footballeur. Mais par exemple,
Ça s'appelle une agrégation. C'est une agrégation. L'agrégation, c'est quoi? C'est une composition faible. Parce C'est ce qui constitue quelque chose. on peut avoir une composition forte. D'accord. Par exemple, tu as le Madame, livre madame, pourquoi 0,1? parce que Allô? parce que un employé, il est membre dans, il peut être ne pas être membre, ou bien il est membre dans une compagnie, D'accord. d'accord? Et on fait Une pas de compagnie, elle a plusieurs membres, D'accord. voilà. Donc je disais, il peut y avoir un autre type de composition qu'on appelle composition forte. Exemple, tu as la relation entre un livre et les chapitres du livre. Donc tu dis, je vais modéliser une classe livre et je vais modéliser une autre classe chapitre. Ensuite tu dis, un chapitre, il appartient à un livre et un seul, et un livre, il peut être composé par au moins un chapitre. La relation, donc ce sera du côté du losange, mais dans ce cas-là, notre losange, il sera plein, il sera en noir, donc il sera coloré en noir. Donc ici, ça sera un, et du côté chapitre, on aura un étoile. Ça veut dire, on va lire chapitre, il compose un livre et un seul, et un livre, il peut avoir au moins un chapitre. Maintenant, si je décide de supprimer le livre, est-ce que le chapitre va rester? Non. C'est Est-ce que fortement un chapitre, par exemple, j'ai un livre Java. Ensuite, chapitre 1, paradigme orienté à, bon, je vais me donner peut-être le mauvais exemple, par exemple, livre de Java. Ensuite, programmation de l'héritage dans Java. Exemple, un chapitre qui parle de ça. Est-ce que ce chapitre, si je supprime le livre de Java, est-ce que ce chapitre, je peux le mettre dans un autre livre? Est-ce que je peux, par exemple, est-ce qu'un livre qui parle Il est du supprimé langage normalement. C, un livre qui parle du langage C, il y a un chapitre dans ce livre. Est-ce que si je supprime ce livre, est-ce que je peux prendre un chapitre de ce livre et le mettre dans un autre livre Java? Non. On peut pas. Parce que si je supprime ce livre, tous les chapitres qui le composent vont partir avec lui. Oui. Tu as compris? Ok. C'est ça la forte composition. C'est ça la forte composition. C'est comme un être humain. Parce que ce qui compose, c'est quelque chose qui fait partie de la chose. Par exemple, c'est comme un être humain. Il est composé d'une main, d'une jambe, d'une bouche, des yeux, etc. D'une tête, etc. Supposons, je supprime cet être humain. Par exemple, supposons il est mort, cet être humain. Est-ce que je peux prendre un pied ou bien une main et le composer à un autre être humain? Je peux pas le faire. Donc, si la personne meurt, tous les parties qui composent cette personne vont partir avec elle, vont mourir aussi. C'est ça la forte composition. Par rapport à l'agrégation, la forte composition, si je supprime le composite, donc les composés, c'est les composants qui sont avec lui, les agrégats, si vous voulez, vont être supprimés aussi. Mais dans l'agrégation, si je supprime l'agrégat, les éléments agrégés ne vont pas être supprimés pour autant. Donc c'est ça la différence entre les deux. Donc juste ici, le début, ça c'est une relation d'agrégation. L'agrégation, c'est une relation de composition faible. Pourquoi? Parce que si je supprime compagnie, les employés ne vont pas être supprimés, ils vont rester. L'objectif du diagramme de classe, donc il va modéliser à quoi sert le système, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait comme fonctionnalité dans sa globalité.
Bien sûr, il est Madame, composé de classes qui interagissent entre elles par madame, des relations. Oui. madame, comment ça quand je supprime la compagnie, je supprime pas les employés en même temps? Je supprime pas les employés parce qu'un employé peut toujours garder le statut d'employé et aller travailler ailleurs. Avec son expérience et tout, il peut toujours rejoindre une autre compagnie. Salam alaikum. Il peut toujours rejoindre une autre compagnie en gardant toujours son statut. Il a acquis de l'expérience dans une compagnie X. Par exemple, il était chef de département service informatique. Il a, par exemple, 10 ans d'expérience, etc. Et un jour, on décide de supprimer la compagnie dans laquelle il travaille. Eh ben, avec ce nouveau avec son statut, 10 ans d'expérience, chef de département informatique, il peut aller travailler vers une autre compagnie. Donc, il sera toujours employé. Le fait de supprimer une compagnie ne veut pas dire supprimer les employés avec cette compagnie aussi. Est-ce que tu m'as compris? Oui, d'accord, j'ai compris. Merci. Voilà, donc toujours la partie, si vous voulez, je l'ai expliqué dans un je crois TP ou bien je sais pas TD, la partie, parce que nous avons dit que la classe, c'était la partie statique et la partie dynamique. La partie statique, c'est les attributs. Donc les attributs, ils peuvent être des attributs d'instance ou bien des attributs de classe. S'ils sont des attributs de classe, ils sont précédés avec le mot statique. Maintenant, dans la partie dynamique, donc la partie qui contient les méthodes. Dans cette partie dynamique, donc les méthodes, en fait, c'est quoi? En réalité, c'est les différents use cases. Donc les cas d'utilisation, ce sont eux qui constituent les méthodes des classes. Madame, Les cas juste, d'utilisation, on doit les retrouver. Tout ce qu'on a modélisé comme cas d'utilisation dans un diagramme de cas d'utilisation, on doit les retrouver dans les classes. Oui? madame, juste, il est 14 heures, madame. Ah, il est 14 heures, donc si vous voulez, on peut arrêter. Voilà. Donc on est arrivé au diapo numéro 12. Donc il est 14 heures, donc peut-être je vais clôturer la séance d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant si vous n'avez pas de questions? Donc je pourrais arrêter le partage déjà et on pourra reprendre la prochaine fois à partir de diapo numéro 13. Donc faites-moi rappeler D'accord. si jamais j'aurais oublié. La prochaine fois, on pourra avancer mieux dans ce cours. Voilà. Voilà. Ok. Donc je vais arrêter le partage et je vais enregistrer. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Oui, c'est l'heure. C'est bon. Donc arrêt.